Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Myriam qui est coach mindset et puis je vais la laisser se présenter. Bonjour Myriam. Bonjour Ganoui. Comment vas-tu? Très bien et toi? Impeccable. Alors, dis-nous un petit peu plus sur toi. Alors déjà, tout d'abord, merci de me recevoir, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment très honorée d'être ici aujourd'hui et un peu émue aussi, je t'avoue, parce que être dans un podcast, en fait, c'était un peu dans mon vision board il y a quelques temps. Et aujourd'hui, du coup, c'est mon premier podcast avec toi et du coup, je suis un peu émue de partager. Dans ce cas, c'est moi qui suis honorée. Alors, pour me présenter, donc moi, c'est Myriam, j'ai 34 ans, je suis originaire de Bordeaux, en France. Ça fait 5 mois que je suis à Dubaï, que je vis ici. Et alors, je me présente toujours différemment parce que c'est toujours un sujet, une question qui est compliquée de se présenter finalement, tu vois, parce qu'on a tendance à parler de soi, de son parcours professionnel notamment, et finalement, ça définit pas du tout qui on est de manière générale, mais bon, je vais rentrer dans le jeu. Tu vas faire l'effort pour moi. Oui, je vais faire l'effort. Alors moi, j'ai un parcours plutôt atypique, à vrai dire, puisque j'ai eu plein de métiers différents dans ma vie. J'ai d'abord été aide-soignante, ensuite j'ai été fonctionnaire de police, ensuite j'ai été hôtesse de l'air, et puis aujourd'hui, je suis coach mindset et mentor, et aussi cofondatrice du coup d'une entreprise qui s'appelle Botaya, que je viens de créer, qui vient de voir le jour ici à Dubaï. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur ton... Même si je sais que ça ne te définit pas, mais certainement que ça t'aide à construire ce que tu peux apporter aux gens maintenant. Comment tu t'es devenue aide-soignante? Comment tu t'es retrouvée dans la police? Et en fait, c'est un peu quel est le cheminement qui t'a mené vers ce métier-là? Ouais, alors très longue histoire. En fait, si tu veux, le système est un peu mal fait dans le sens où à 14 ans, on te demande de choisir une voie professionnelle. Moi, personnellement, à 14 ans, je savais même pas qui j'étais. Donc, choisir ce que j'allais faire de ma vie, c'était assez difficile. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu suivi le parcours familial. Moi, j'avais ma maman qui travaillait en maison de retraite à ce moment-là. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre cette lignée-là, puisque c'était tout ce que je connaissais, en fait, du monde professionnel. Donc, c'est ce qui m'a amenée à être aide-soignante, en fait. Donc, j'ai fait un BEP care sanitaire et social. J'ai travaillé très jeune. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, en fait, dès que j'ai terminé mon BEP. J'ai intégré une maison de retraite. J'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas, que je voulais pas faire ça toute ma vie. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire et à me renseigner, en fait, sur plein de métiers différents. Et là encore, avec un BEP, c'était compliqué, tu vois. Donc, j'ai repris mes études pendant 1 an. J'ai fait un bac en accéléré, un bac littéraire. On appelle ça un DAE, option littéraire. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, le temps de me permettre en fait de réfléchir à où est-ce que je voulais aller. Et puis là encore, j'avais de la famille qui était dans la police et je me suis dit, ah tiens, c'est un métier un peu hors du commun, j'aime bien l'idée, pourquoi pas. Puis moi j'ai un peu un côté justicier, tu vois, et je me dis ok, je vais tenter, il y a un concours qui se présente, donc je vais le faire et puis advienne que pourra, on verra bien. J'ai réussi mon concours, donc j'ai fait 1 an d'école de police ensuite, et puis j'ai travaillé pendant 5 ans dans la police. Et puis donc moi quand j'ai intégré la police, j'avais 19 ans, donc j'étais quand même assez jeune. Et puis un jour, en fait, j'ai passé une sacrée journée de merde, si je peux dire. Ça peut arriver, au travail. Et puis je suis rentrée chez moi et je me suis dit ok, là il va falloir que je prenne ma vie en main, je peux pas rester comme ça, je peux pas vivre comme ça. Je commençais, tu vois, à aller au travail à reculons, je commençais à pleurer le matin quand je me réveillais parce que j'avais pas envie, quoi. Et donc après cette journée, je rentre chez moi, j'allume mon PC et puis je tape métier hors du commun sur internet. Mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Et puis il y a une dizaine de métiers qui me viennent comme ça, que je soulève en fait.
Il y avait, pour te donner quelques exemples, il y avait médecin légiste, architecte, avocat, voilà. Et puis après, j'ai pris chaque métier en un et puis j'ai regardé quel était le parcours qu'il fallait faire pour pouvoir faire ce métier-là. Tout ce qui était quelques années d'études, etc., j'ai mis de côté parce que je voulais pas rentrer dans ça. Et puis dans la liste, il y avait hôtesse de l'air. Et ce qui est marrant à ce moment-là, c'est que 2 ou 3 jours après, il y avait les portes ouvertes d'une école en fait, qui te forme au métier d'hôtesse de l'air, parce qu'il faut avoir une certification pour pouvoir exercer. Et donc il y avait les portes ouvertes pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, bah, ça va être l'occasion finalement d'aller me renseigner sur le métier en direct avec des personnes qui font ce métier-là et de pouvoir poser toutes mes questions. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et j'ai discuté pendant 3 heures avec une hôtesse de l'air Air France. Et en ressortant de là, je me suis dit, ok, c'est ça, je vais faire ça. Je me suis sentie appelée. Le seul problème qui s'est posé à ce moment-là, c'était que je parlais pas anglais et qu'il fallait être bilingue. Et donc là, bah, en fait, ça a été très simple. J'ai commencé à me dire, ok, je vais prendre des cours. Sauf que je me suis rendu compte que mon niveau d'anglais était catastrophique. Je crois que j'avais un niveau CP, vraiment, tu vois. Et prendre des cours, ça allait mettre beaucoup trop de temps, en fait, pour avoir le niveau demandé pour pouvoir être hôtesse de l'air. Donc je me suis dit, ok, bah, en fait, je vais négocier un congé sans solde, une année sabbatique, et puis je vais partir à l'étranger. Je vais vraiment être en mode immersion, comme ça, bah, j'aurai pas le choix que d'apprendre l'anglais. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai réussi tant bien que mal à avoir un an sabbatique, et puis je suis partie vivre en Australie. Donc là, ça a été une sacrée expérience aussi, vraiment. J'ai adoré. Ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Et donc j'ai appris l'anglais rapidement, j'ai vécu avec des familles là-bas, etc. J'en ai profité pour voyager, etc., etc. Et puis quand je suis revenue en France, voilà, j'ai passé mon petit test d'anglais, tout était OK. Et puis j'ai intégré une compagnie aérienne. Donc j'ai exercé pendant 8 ans. Et puis Covid, qu'on connaît tous, il y a 5 ans déjà. Et puis là, bah, le milieu aéronautique au néant, quoi. Plus d'activité, etc. Donc je me suis dit, ok, je peux pas rester sans rien faire, je sais pas combien de temps ça va durer, donc il va falloir que je trouve quelque chose, en fait, que je m'occupe déjà dans un premier temps. Je sais pas du tout partie dans une optique de faire un autre travail ou quoi que ce soit à ce moment-là. Mais voilà, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose pour m'occuper. Et j'avais mon CPF et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une formation, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, en fait, je discutais avec des amis et ils m'ont dit, mais tu sais, Myriam, à chaque fois, quand on va pas bien, on t'appelle, t'es toujours là, de bons conseils, t'as ce truc d'aider les gens, etc. Pourquoi tu te renseignerais pas pour faire un métier là-dedans, tu vois, en plus de ton métier d'hôtesse de l'air? Et je me suis dit, ah, nice, tu vois, je vais y réfléchir. Et c'est de là où est venu le coaching. Et donc j'ai fait une formation d'1 an dans une grande école à Paris de coaching. J'ai été certifiée au bout d'1 an, du coup, donc en 2021. Et puis l'activité aéronautique a commencé à reprendre. Et puis en même temps, à côté, tu vois, je coachais des gens. Et je faisais ça un peu à mes heures perdues, de manière plutôt, enfin vraiment pas calculée, quoi. Et puis le temps passe, etc. Et puis je deviens chef de cabine, je deviens formatrice dans ma compagnie aérienne. Donc tu vois, j'arrive à faire le tour un peu de mon expérience au sein de ma compagnie. Et puis je commence un peu à m'ennuyer, tu vois. Je me dis, ok, là je ressens que j'ai plus vraiment de stimulation et j'adorais mon travail vraiment, mais voilà, je me disais, en fait, ça va être quoi la prochaine étape? Là, j'arrive, j'ai 34 ans, j'arrive un peu au top, en fait, de ce que je pourrais faire. Donc, voilà, tu vois, j'avais besoin d'être stimulée. Et puis aussi, il faut savoir que quand je suis rentrée d'Australie, je m'étais promis de repartir vivre à l'étranger. En fait, l'expérience, elle a tellement été transformatrice pour moi, dans tous les sens du terme, que je me suis dit, en fait, ok, je pense que la France, effectivement, c'est mon pays. J'adore la France, mais je ne suis pas faite pour vivre en France. Et cette expérience me l'a démontré. Et je m'étais donc promis un jour de repartir vivre à l'étranger, mais de manière définitive. Et donc là, tu vois, il y a tout ça qui vient, qui se mêle, etc. Grosse remise en question, gros travail sur moi aussi. Et donc je me dis, ok, en fait là, ce que je fais à mes heures perdues de manière plus en mode passion, tu vois, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à développer là-dedans. Sachant que, tu vois, me lancer à mon compte, avoir ma propre entreprise, etc., ça a toujours été dans un coin de ma tête. Mais j'avais un peu mis un couvercle dessus parce que je viens pas du tout de ce milieu-là. J'ai personne dans mon entourage qui entreprend, etc. Donc, tu vois, c'était un peu de l'inconscient. Je savais que c'était enfoui en moi, mais j'avais pas les moyens à ce moment-là de mettre ça en lumière et d'en faire quelque chose. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, je te disais, grosse remise en question, gros travail sur moi, etc. Et je me dis, mais en fait, j'ai envie de partir vivre à l'étranger, j'ai envie de me lancer.
il s'est passé 10 ans, ça fait 10 ans que je suis rentrée d'Australie, que j'ai cette idée en tête, tu vois, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends? Le temps, il passe tellement vite. On a là le monde sous nos pieds, tu vois, on est capable de créer plein de choses, en fait. Et finalement, j'attends juste que ma vie défile, sans, tu sais, prendre en main ce truc-là, quoi. Et donc là, en fait, je me suis mis en ultimatum. Je me suis laissé 6 mois. Donc c'était en décembre dernier. Je me suis laissé 6 mois pour tout mettre en place, pour choisir ma destination, pour choisir ce que j'allais faire, comment j'allais faire. Et voilà, je suis là. Parfait. Déjà, c'est un beau parcours, bravo. Merci. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se vanter, entre guillemets, d'avoir réussi peut-être autant de concours, d'avoir autant de certifications différentes, avoir fait autant de métiers. Après, on voit quand même, moi je vois le fil directeur. Ça reste des métiers où tu aides. Ça reste des métiers où, en fait, tu assistes à la personne, tu essayes de lui apporter quelque chose de mieux. Et ça reste des métiers où on est quand même droit dans ses bottes. Donc, moi, je vois quand même le fil directeur. Peut-être petite... donc, parce que tu as vraiment bien expliqué ce qui t'avait emmené à chaque fois de métier en métier. Peut-être petite question sur le fait d'être coach mindset et d'avoir choisi en même temps, enfin quasiment en même temps, de changer de pays. Est-ce que ça faisait pas trop à ce moment-là ou c'était quelque chose c'était prévu comme ça de faire coach mindset, d'en faire une activité vraiment à temps plein entre guillemets et en même temps de changer de pays parce que ça fait quand même un gros changement. Bah, tu mets un doigt sur ce dont je prends conscience en ce moment, c'est que clairement, pour être honnête, c'est un tsunami d'émotions. Déjà, une expatriation, c'est compliqué. Je l'ai déjà vécu une fois. Donc je pensais être OK avec ça, et je le suis en vrai. Mais quand tu t'expatries et qu'en plus tu lances quelque chose, la charge, elle est vraiment élevée. Donc ouais, ça fait beaucoup, mais en même temps, j'adore ça. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aime le challenge. Vraiment, ça me stimule. J'aime être stimulée, j'aime créer, j'aime élargir ma zone de confort, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué, mais en même temps, c'est le meilleur travail que tu puisses faire sur toi aussi, parce que, tu vois, en 5 mois que je suis là, j'ai plus appris sur moi qu'en 2 ans de travail sur moi que j'ai fait en France, dans ma petite zone de confort, etc. Donc, ouais, je pense que ça demande quand même d'être assez solide. Moi, je suis expatriée toute seule. Ça peut être difficile, tu vois, l'isolement peut être difficile, mais j'ai quand même des proches qui sont très présents pour moi, donc sur lesquels aussi je peux me reposer. Je sais que, tu vois, j'ai mes amis, j'ai mes proches en France qui sont là, je sais que je peux les appeler à n'importe quel moment et qui seront là pour me soutenir si j'en ai besoin. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, il faut prendre conscience que ça peut être dur. Alors peut-être, on va reparler de tout ça. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire quel était le déclic qui a fait qu'au bout de 10 ans, tu te dis, je me donne que 6 mois finalement pour réussir cette expatriation, enfin, pour partir. Ouais, en fait, je me rends compte que quand tu te fixes pas des objectifs clairs et précis, tu fais rien. Et souvent, ce qui bloque les gens, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire qu'on rêve tous, tu vois, on idéalise tous quelque chose. Et en fait, il y a une différence entre parler, idéaliser, rêver et faire, tu vois. Et donc, en fait, je me suis dit, plus je vais me laisser de temps, et plus, en fait, mon cerveau, il va vouloir me tromper, tu vois, il va me donner plein d'excuses, il va me montrer des choses que j'ai pas forcément envie de voir, ou que, tu vois, des choses qui vont me bloquer, qui vont me freiner, parce que mes peurs, mes craintes, tout ça, ça va prendre le dessus, en fait. Et je me suis dit, 6 mois, déjà c'est rationnel, parce que je pouvais pas partir du jour au lendemain comme ça, j'avais quand même un travail, j'ai quand même des responsabilités, j'ai quand même une vie, j'ai quand même un appart, enfin voilà, il y a plein de choses, tu vois, il faut quand même préparer une expatriation, on peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Donc je me suis dit, 6 mois, c'est le moment parfait pour réfléchir, mais pas trop. C'est-à-dire que je vais tellement avoir de choses à gérer pendant ces 6 mois que je vais pas non plus je vais pas trop me laisser en fait envahir par mes pensées. Et en même temps, ça va me permettre de sécuriser cette expatriation-là, tu vois. Alors peut-être, petite question, qu'est-ce que tu as fait pour préparer l'expatriation ? Je me suis renseignée énormément. Alors moi, déjà, Dubaï, je connaissais. Je me suis laissée 6 mois, mais je ne savais pas que j'allais venir à Dubaï. Ça, c'est une précision que je n'ai pas donnée. En fait, j'avais plusieurs pays en tête. J'avais le Mexique, j'avais la Thaïlande, j'avais Bali, donc l'Indonésie, et j'avais les Émirats, Dubaï. Pourquoi Dubaï ? Je vais juste passer sur ça. En fait, je voulais un pays, une ville, donc, où on parle anglais. Bon,
c'est un autre sujet, mais en tout cas, à Dubaï, on parle anglais. Mexique, non, etc. Et puis en Indonésie, en Thaïlande, on parle anglais, mais c'est quand même plus approximatif, tu vois. Ensuite, je voulais quand même quelque chose qui reste central, qui soit facilement reliable à la France. Donc forcément, les autres pays étaient plus loin, donc voilà. Et puis Dubaï, moi, j'y suis venue 4 fois avant de m'y installer. Donc je connaissais, je me sentais déjà très bien ici. Et puis tu sais, j'avais aussi la vision, c'est-à-dire que Dubaï, par rapport à mes objectifs à moi, professionnels et personnels, c'est quelque chose qui est fité. Dans le sens où, tu sais, à chaque fois que je venais à Dubaï, il y a quelque chose qui s'explique pas vraiment, ça se ressent, tu vois, c'est cette vibe un peu qu'il y a ici, c'est ce côté hyper motivation, tu as vraiment envie de tout donner quand tu es ici, en fait, tu es tellement entouré de gens qui travaillent, qui créent, etc. Et du coup, en fait, tu rentres un peu dans ce mood, tu es pris, tu vois, dans ça. Et ça, franchement, ça m'a interpellée parce que je lançais vraiment mon activité à 100% et je me disais quoi de mieux que d'être vraiment au cœur de là où tout se passe, tu vois. Donc, comment j'ai préparé Dubaï? Donc, je me suis dit, ok, y aller en vacances, c'est différent que y vivre. On est d'accord? Donc, je vais y retourner une dernière fois avant de choisir Dubaï. Donc, j'y suis venue en février. Et je vais plus y aller en mode, ok, je vais aller regarder des quartiers que je connaissais pas, je vais prendre un Airbnb et pas un hôtel, je vais vraiment m'imprégner, tu vois, comme si j'y habitais déjà. Et en fait, c'était une révélation. C'est une révélation. Donc après, j'ai commencé à me renseigner sur comment s'expatrier, comment créer une société, comment avoir un visa, le budgétiser. C'est indispensable, surtout à Dubaï, la vie est quand même assez chère. Donc voilà, une fois que j'avais fait mon petit plan d'action, etc., bah, après j'ai demandé des informations à des gens qui habitaient déjà ici, j'ai pris contact avec des agences, avec voilà, plein de petites infos comme ça, à droite à gauche, et puis j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai écouté des podcasts, enfin... Je veux dire, maintenant, on est dans une ère où tout est digitalisé, toutes les informations que tu recherches, elles se trouvent sur Internet, donc après, ça devient assez facile. Après, il faut juste faire du tri dans tout ce que tu as. Ah bah ça, c'est sûr. Il y a de l'information qui est plus ou moins à jour, parce que je pense que la vue de Dubaï, ça change beaucoup. Peut-être, parce que tu disais, bon, voilà, il y a un budget, ça, c'est un point qui est quand même important. Là, t'as commencé une nouvelle vie. Est-ce que tu sais nous dire, pas forcément de manière très précise, mais ce que tu conseillerais à quelqu'un d'avoir comme savings, comme économie de côté, pour se dire, bah, je peux faire la même chose que Myriam? Ok, déjà, quel est le projet? Tu vois, parce qu'il y a 3 façons pour pouvoir avoir un visa à Dubaï, soit tu es salarié, soit tu as ta boîte, soit tu achètes de l'immobilier à partir d'un certain montant. Donc déjà, quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est l'opportunité que tu veux avoir? Donc en fonction de ça, forcément, le budget va être différent. Si on prend moi, donc forcément, il va falloir budgétiser l'ouverture de la société, plus le visa, plus tout ce qui est en lien avec la structure un peu de ton business, etc. Ensuite, ici, il faut savoir que pour te loger, tu payes généralement ton loyer à l'année. Après, tu peux t'arranger avec les propriétaires pour payer en plusieurs fois, etc. Donc, il y a ça. Après, il faut prendre en compte aussi tous les frais cachés, les frais dont on ne parle pas. C'est-à-dire, tu sais, quand tu as ton appartement, tu as toutes les cautions à donner pour l'électricité, pour l'eau, pour Internet, etc. Et des fois, c'est des montants qui sont quand même assez élevés. Donc ça, il faut prendre en compte. Ensuite, il faut voir si tu veux une voiture ou pas. Donc pareil, si tu veux une voiture, est-ce que tu l'achètes? Est-ce que tu la loues? Voilà, donc si tu l'achètes, il faut prendre en compte l'assurance. Il faut prendre en compte aussi les péages, les amendes aussi, parce que mine de rien... il y en a quand même pas mal. Donc en fait, voilà, en fait, tu reprends ta vie que tu as en France, tu regardes les dépenses que toi tu as en France, et en fait, tu essaies de voir sur Dubaï combien ça pourrait te coûter aussi. Moi, j'ai pas d'enfants, donc je sais que une des plus grandes dépenses ici, c'est aussi les enfants. Moi, j'en ai pas, donc c'était OK. Et donc en fait, moi, j'ai établi mon budget et je me suis dit, OK, si j'ai une enveloppe de 50 000 euros, c'est déjà nice, tu vois. Donc moi, je suis venue avec une enveloppe de 50 000 euros pour parler chiffres, pour voilà, sécuriser le truc, pour me dire, ok, je sais que sur la première année, on connaît, tu vois, moi, le business de coaching, effectivement, tu vois, ça fait depuis 2021 que je coach, mais c'était pas à 100%, j'en dégageais pas un revenu récurrent chaque mois, etc. Là, tu vois, donc je suis dans le développement de ma société. Donc, je me suis dit, en fait, je prends un an de ma vie, où en fait, je teste, je développe, je vois. Et donc pour ça, j'ai besoin d'une enveloppe. Et j'y ai intégré 50 000 euros. Et je me dis, ok, voilà, donc j'ai 50 000 euros
sur l'année, ou même si mon business ne me rapporte rien, je sais que je peux vivre 1 an. L'objectif, il n'est pas là, on est d'accord. Mais du coup, voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Et est-ce qu'avec le recul, tu te dis la somme c'était la bonne somme? Est-ce que c'était trop peu? Est-ce que ça part plus vite que ce que tu avais imaginé? Comment tu vois ça avec le recul? Alors franchement, ici, l'argent, ça part comme ça. En fait, il y a tellement... il y a plusieurs choses. Il y a quand tu t'expatries, pour y vivre de manière définitive, en fait, quelque part, tu recherches une meilleure vie que celle que tu avais en France. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Donc, forcément, ça va te coûter plus cher que ta vie en France. Alors oui, tu vois, il y a des endroits où tu peux vivre pour moins, etc. Enfin, il y a de tout. Ici, en termes de prix, il y a vraiment de tout. Mais en tout cas, pour moi, c'était d'avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie qu'en France. Donc, j'ai pris un appartement sympa. Bon, j'ai pas pris non plus un truc de malade, mais voilà, j'ai quand même pris un appartement sympa. Pourquoi? Parce que moi, chez moi, c'est mon environnement de travail. Donc, c'était une dépense qui était importante pour moi. J'ai pris un meublé aussi, parce que je voulais m'enlever toute charge supplémentaire, tu vois. Donc une caution un petit peu plus chère. Caution plus chère et donc loyer aussi plus cher. Donc voilà, moi c'était mon environnement, j'avais besoin de me sentir dans un endroit où je me sens bien, etc. etc. Donc ça, ensuite, t'as les sorties, t'as les restos ça coûte un peu plus cher, alors après il y a plein de restos, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir une éducation financière quand tu viens à Dubaï, parce que tu peux vite te retrouver à regarder tes comptes et te dire ah ouais quand même, tu vois, on en est là, ouais, on en est parti. Donc moi ça va, tu vois, je budgétise, en fait j'ai des enveloppes mensuelles, après je touche du bois, tu vois, mais... mon activité elle a quand même bien commencé, là je suis en train de créer aussi un autre truc, etc. Donc ça va, tu vois, je gère, je suis pas forcément en train d'aller puiser dans mes économies, etc. Mais c'est important de faire attention à ça, surtout la première année. Et tu vois, j'ai entendu beaucoup d'anecdotes sur des gens qui viennent 1 an, 2 ans, et puis qu'après ils repartent aussi vite qu'ils sont venus parce que malheureusement ils n'ont pas su gérer leur budget et ils se retrouvent à devoir rentrer en France ou ailleurs, tu vois. Bah ça, moi j'en ai aussi, parce que du coup j'accompagne les gens qui veulent s'installer aux Émirats Arabes Unis. Et effectivement, la question de l'enveloppe, elle est importante. Parce que moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est prévoyez au moins le budget société, au moins le budget visa, et au moins 6 mois d'avance sur les dépenses que vous avez prévues dans l'année. Sauf que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des restaurants très chers, des restaurants très peu chers, des logements très chers, des logements très peu chers. Et on a vite fait d'être tenté. Parce que c'est beaucoup ça aussi, Dubaï, c'est la tentation, le fait, c'est un pays où on consomme, où sur tous les jours on ouvre Instagram, il y a une nouveauté, il y a un nouveau restaurant, il y a une nouvelle activité à faire. Donc effectivement, il y a plein de choses gratuites. La plage, c'est gratuit. La salle de sport dans le building, c'est gratuit. La piscine dans le building, elle est gratuite. Mais quelque part, le cerveau, il est tenté par plein de choses dans lesquelles on peut dépenser. Et ce budget-là, on a vite fait de dire, tiens, je vais dépenser un petit peu plus que prévu. Parce que ça, c'est peut-être à durée limitée. Et j'ai envie d'aller tester, puis je vais tester ça, puis je vais tester ça. Après, un point que tu soulèves qui est important, c'est que quand on est seul et sans enfant, je pense que... Alors déjà, c'est quand même un piège, parce que souvent, seul et sans enfant, on a l'impression qu'on a plus de liberté, il y a moins de choses à gérer, moins de risques, et qu'on peut aller un petit peu plus loin. Mais c'est aussi un budget qui est un peu moindre. Après, sans trop rentrer dans ta vie personnelle, est-ce que tu sais nous dire à peu près ce qu'une femme seule pourrait dépenser par mois à Dubaï? Oui, alors je vais pas compter le loyer parce que moi je le paye en 4 fois, donc en fait c'est tous les 4 mois, tu vois. Mais sinon, si on lit sur l'année, si par exemple je devais payer mon loyer mensuellement, il revient à peu près à 2500 € avec les charges. Je parle avec l'eau, l'électricité, Internet, etc. Vraiment tout compris. Mais sinon, après, je me laisse une enveloppe de 2000 €, tu vois, par mois pour tout le reste. D'accord. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre de voiture pour l'instant, déjà parce que ça m'effraie de conduire ici. Je peux comprendre. Et parce que voilà, je me dis, en fait, je travaille chez moi ou je reste dans mon quartier. Si je vais travailler dans des petits cafés, etc., je fais tout à pied. Et vraiment, j'ai la salle de sport dans le building, la piscine, etc. Donc, c'est vraiment quand je sors, c'est plus les week-ends ou quelques fois en semaine. Donc, dans mes frais, c'était pas intéressant pour moi de prendre une voiture, en tout cas pour l'instant. Donc, voilà, une enveloppe de 2000 € hors loyer. C'est ce que je me fixe tous les mois. Et puis si on prend le loyer en question, on va dire pour une femme seule, entre 4 et 5 000 €, ça te paraît un budget raisonnable par mois? Moi, je me dis 5 000 € minimum, je pense. Minimum, pour une personne. Parce que encore une fois, tu vois, je te dis vraiment,
Le but, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie, tu vois, et c'est pas de se restreindre non plus, de rester enfermé chez soi et de rien faire, ce serait dommage. Mais je trouve que, ouais, 5 000 euros, c'est le bon ratio pour bien vivre, mais pas non plus... Sans compter au Ouais, centime près, ouais. je comprends. Alors, peut-être petite précision sur ton logement. Est-ce que du fait que tu travailles dedans, tu as pris un one bedroom, deux bedroom? Alors moi j'ai un bedroom, donc Ok. c'est une chambre complètement meublée. Donc moi c'était important pour moi de venir ici et de pas me prendre la tête avec les meubles. Je voulais arriver, poser mes valises et puis commencer à travailler direct. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'arriver en juin. Je sais qu'à ce moment-là, normalement tout le monde quitte Dubaï parce qu'il commence à faire très chaud et que c'est insupportable, etc. Et moi je me suis dit ok, je vais y aller pendant la basse saison, mais là où il fait le plus chaud, comme ça je vais vraiment focus dans ce que j'ai à faire. Et donc ouais, moi j'ai un bedroom dans un building. Après les buildings, un building super sympa avec salle de sport, piscine, meeting room aussi, tu vois, si jamais j'en ai un peu marre de travailler chez moi, je peux aller dans la meeting room au deuxième étage, etc. Donc ouais. Bon, bah parfait. Peut-être petite question, parce que t'es pas partie de rien, hein. Dans le coaching, tu avais quand même coaché depuis un certain temps. Comment t'as fait cette transition, par exemple, pour les clients existants? Est-ce qu'ils t'ont suivi à Dubaï et comment t'as fait pour avoir des nouveaux clients? Oui, exactement. Alors moi, les clients au départ que j'avais, c'était beaucoup de bouche à oreille. Moi, je veux un accompagnement de 3 mois majoritairement. Donc en fait, c'est simple, tous les clients que j'avais quand j'étais en France, en fait, on a continué mais en visio. En France, je faisais soit en visio, soit en présentiel, ça dépendait en fait d'où était mon client. Et puis, donc là, en fait, les clients pardon, que j'avais en France, on a continué en visio sur Dubaï. Et en fait, l'autre challenge que je me suis lancé quelque part, c'est de me dire, ok, en fait, là, je vais devoir trouver une nouvelle clientèle, comment je fais? Et du coup, bah, j'utilise les réseaux sociaux maintenant, puisque je me dis, tout passe par là, tout le monde a TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, tout ça, tu vois. Donc je me dis, ok, en fait, maintenant, je vais montrer ce que je fais, et puis je vais dénicher mes clients comme ça, quoi. Donc c'est un autre challenge qui s'est rajouté, j'avoue. Ça n'a pas toujours été évident, parce qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place quand même, tu vois. Tu t'improvises pas pour des réseaux du jour au lendemain. Et du coup, c'est comme ça que j'ai déniché mes nouveaux clients. Et puis, j'ai une nouvelle cliente aussi sur Dubaï, en fait, que j'ai rencontrée. Il y a beaucoup de networking ici, à Dubaï. Et du coup, j'ai rencontré une de mes clientes comme ça. Et donc, c'est à sa convenance. Des fois, on se retrouve dans un café pour faire une séance de coaching ensemble. Et puis, des fois, c'est en visio. Voilà. Bon, bah parfait. Alors, j'ai plein de questions, du coup. J'ai pas mal de petites questions. Déjà, pourquoi 3 mois? C'est pour tout le monde 3 mois, ou est-ce que c'est le temps que tu considères que quelque chose change dans la vie de quelqu'un? Exactement. En fait, dans les 3 mois, il y a 14 séances de coaching. Donc, la première séance, on appelle ça une séance préliminaire. En fait, c'est plus une séance pour faire connaissance, pour parler justement de tes objectifs, de ce que tu attends, tu vois, de la transformation que tu veux avoir. Donc, cette séance-là, elle va déterminer la suite du coaching, mais majoritairement, en fait, sur 3 mois, on voit quand même des résultats qui sont quand même assez dingues. Puis, donc, il y a 13 autres séances, 12 qui sont pleinement coaching, et puis la dernière séance qui est plus une séance un peu bilan pour faire un point sur l'accompagnement. Ouais. Ok. Est-ce que ça arrive que ça soit prolongé ou que ça soit résolu de manière plus rapide que prévu? Alors, généralement, quand on part sur un accompagnement de 3 mois, généralement c'est 3 mois et les résultats sont là au bout de 3 mois. Il y a d'autres personnes qui ont une problématique bien spécifique et donc du coup, ça va être soit des one-shots, tu vois, une séance de coaching qui va durer peut-être 2 heures, 2 heures et demie sur une problématique en particulier. Je te donne un exemple, tu vois, j'avais une salariée qui devait parler en fait devant plein d'élèves en fait lors d'une conférence et elle n'arrivait pas à gérer son stress. Vraiment, elle était angoissée. Et donc là, vraiment, tu vois, on a fait une seule séance, qu'on a ciblé vraiment sur son objectif qui était de pouvoir s'exprimer en ayant le moins de stress possible devant ces élèves-là. Donc ça, c'était des séances en one-shot. Il y a aussi certains profils où c'est vraiment sur 1 mois, 4 séances intensives aussi. Mais majoritairement, c'est vrai que je recommande un accompagnement de 3 mois. Ok. Alors, peut-être autre question que j'ai. Enfin, j'ai beaucoup de questions. Déjà, qu'est-ce qu'un coach mindset? Ouais. Donc ça sera ma première question. Deuxième question, quels sont les profils que toi tu traites? Parce que j'imagine qu'on peut pas être... Enfin moi en tout cas je suis pas spécialiste de tout. Je pense que c'est pareil dans ton métier. Ouais,
tout à fait. Alors coach mindset, coach dev perso, coach de vie, on peut appeler ça un peu comme on veut. En fait, le but, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec le thérapeute. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui va aller chercher un peu dans le passé, qui va aller régler des blessures passées, etc. Dans le coaching, on ne va pas du tout traiter du passé. En fait, on va aller chercher ce que tu as, ton potentiel que tu as là, à l'instant T, qui va t'amener en fait à atteindre ton objectif, que ce soit pro ou personnel. Donc en fait le coaching c'est quoi? C'est un peu l'art et la manière de poser les bonnes questions pour aller susciter en fait une prise de conscience chez ton client. Parce que en fait on voit que quand t'as pas de déclic, quand t'as pas cette conscience-là, il se passe pas grand-chose. Donc moi mon rôle en fait c'est d'aller chercher, tu vois, cette prise de conscience-là, d'aller mettre en lumière le potentiel que toi tu as pour atteindre ton objectif, qu'il soit pro ou personnel. Donc ça, c'est le coaching. Moi, je fais aussi du mentoring. Le mentoring, c'est quoi? On va plus être sur... c'est un peu comme du consulting, c'est-à-dire que j'ai ma part coaching, donc là, que je viens de t'expliquer, et je fais du mentorat, c'est-à-dire que je vais partager aussi des expériences. Peut-être qu'à un moment donné, dans le coaching, il y a des choses qui vont résonner avec moi, des choses qui vont me parler, etc. Et donc, moi, je vais te demander l'autorisation de te partager une de mes expériences ou un de mes conseils, etc. Et j'ai une autre part aussi qui est un peu moins conventionnelle, qui est l'intuition. J'ai une intuition qui est très développée et je pense qu'on l'a tous et qu'elle se développe. Et donc du coup, en fait, ces 3 points, je les utilise dans mes coachings et je me laisse aussi beaucoup porter par l'intuition, de ce que je ressens sur le moment. Tu vois, ça m'est déjà arrivé dès la première séance de mettre le doigt très rapidement sur une problématique, mais parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai ressenti et généralement ça me trompe rarement et après ça accompagne en fait toute la continuité du coaching. Donc là maintenant, depuis que je suis à Dubaï, effectivement, comme tu dis, tu peux pas être spécialiste de tout. Et d'ailleurs, quand on est coach, on n'est pas expert. Le mot expert, il n'existe pas parce que le seul expert de ta vie, c'est toi. En fait, c'est le client. Tu vois, t'as pas les réponses. C'est pas toi qui lui amène les réponses. C'est lui qui trouve ses propres réponses. Donc, tu vois, t'es pas expert. T'es juste un accompagnant, en fait. Tu vois. Et maintenant, en fait, j'ai décidé de m'adresser aux femmes uniquement et les femmes entrepreneurs qui souhaitent se lancer en fait dans un business ou qui commencent à se lancer et qui ont, tu vois, plein de blocages en fait émotionnels, plein de freins qui les empêchent en fait de pouvoir réussir à lancer un business et surtout à en vivre. Ok, c'est intéressant. Est-ce que, du coup, parce que moi j'ai pas mal de personnes qui veulent entreprendre justement sur la chaîne, est-ce que tu peux nous parler des types de blocages qu'on rencontre lorsqu'on souhaite entreprendre? Oui, souvent, tu sais, c'est lié aux croyances limitantes que l'on peut avoir. C'est souvent lié aussi aux peurs que l'on a. Tu vois, par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour me lancer, tu vois, pour me faire connaître en tout cas. Et souvent, la plus grande peur qui est ressortie, c'est ok, en fait, je vais devoir me montrer, je vais devoir parler. C'est pas un exercice qui est facile, tu vois, de se vendre. C'est le mot, tu vois, de se vendre, c'est quelque chose qui est compliqué. Et souvent, tu vois, les clientes, elles appréhendent ça. Parce que finalement, et c'est là tout mon travail, c'est d'aller chercher à quoi t'associes la vente. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quelle est la croyance en fait derrière le fait de vendre? Qu'est-ce que ça t'évoque vendre? Tu vois. Et souvent les gens en fait ils disent ouais, mais attends, moi j'ai pas envie de faire la marchande de tapis, tu vois. De toute façon l'argent c'est mal, tu vois. Et donc en fait on va aller décortiquer tout ça et c'est souvent les mêmes croyances. T'as aussi en problématique qui ressort, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur. Se sentir illégitime dans ce qu'on fait, surtout quand tu débutes. Et puis même à chaque fois que tu passes des steps en fait dans ton business et ta carrière, tu as toujours, tu vois, à un moment donné, cette illégitimité qui vient et qui refait surface. Donc ça, c'est majoritairement les grosses problématiques et les gros blocages qu'on rencontre, en tout cas quand on se lance. Alors peut-être autre question, parce que j'ai plein de questions, je te dis. Est-ce que tu as choisi les femmes parce que ça te parle plus toi en tant que femme, ou est-ce que tu les as choisies parce que tu sens qu'il y a plus de blocages ou plus de difficultés à entreprendre? Alors, la première raison, c'est que j'ai choisi les femmes parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec les femmes et parce que on se comprend quelque part, tu vois. On se comprend entre femmes, on se soutient entre femmes. Il y a vraiment cette sororité, tu vois, qui résonne avec moi et qui est importante, en tout cas, dans mes valeurs. Et aussi parce que de nos jours, tu vois, être femme et se lancer, même si on est en 2024, c'est toujours plus compliqué pour une femme, tu vois, d'avoir cette posture de businesswoman, de nana qui entreprend. Et du coup, on part quand même avec un peu plus de difficultés que les hommes. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu accompagner les femmes.
Alors, moi, je pourrais pas te dire s'il y a plus de difficultés en tant que femme, mais par contre, au niveau chiffres, c'est sûr que en termes de personnes qu'on accompagne, je vais facilement dire que c'est un bon 80% d'hommes et un petit 20% de femmes qui viennent s'installer aux Émirats, ou en tout cas, ou qui viennent entreprendre. Et ça, pour le coup, j'ai pas forcément d'explication à ce sujet, mais effectivement, souvent, quand c'est des femmes qui m'ont mon téléphone pour leur expliquer un peu comment ça se passe les Émirats Arabes Unis, les créations de sociétés, etc., elles m'appellent souvent, par exemple, 2 ans avant, 3 ans avant, 1 an et demi avant, pour se renseigner, ce qui n'est pas mauvais parce que j'ai toujours dit qu'il fallait anticiper. Mais souvent, quand j'ai des hommes au téléphone, ils m'appellent 1 mois avant, parfois 1 semaine avant d'arriver aux Émirats Arabes Unis. Alors là, pourquoi on n'est plus du tout dans l'anticipation, mais je sens que c'est pas les mêmes timings de réflexion, c'est pas les mêmes timings non plus pour se lancer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, pas mystérieux, mais je dirais dans une ère où sur les réseaux sociaux, on n'entend que des choses sur l'égalité des genres, sur le fait que les femmes prennent du pouvoir, de la confiance, etc. Mais finalement, quand on regarde dans la réalité et dans les chiffres qu'on fait dans la société, même au niveau des appels, c'est quand même pas si courant que ça qu'une femme se mette à entreprendre. Donc ça, je ne sais pas si... Bon, je pense que tu le partages vu que tu as décidé d'avoir cette cible-là. Je partage entièrement. Et puis, en fait, finalement, ça vient de notre système, tu vois. Si on reprend il n'y a pas si longtemps que ça, la femme, à l'époque, elle ne travaillait pas, tu vois, elle restait à la maison, etc. Donc, je pense qu'il y a toute une éducation, plein d'injonctions autour de ça, tu vois, qui font qu'on a évolué, on s'est construit avec ça. Et voilà. Alors peut-être... Petite question, parce qu'on est sur le sujet des femmes, et ça, c'est une question qui revient tout le temps aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que c'est difficile d'être une femme aux Émirats Arabes Unis ? Est-ce qu'on peut vivre femme seule aux Émirats Arabes Unis ? Et ça, c'est des choses qu'on me pose tout le temps comme question. Alors moi, j'ai mon propre avis, je le partage, mais j'ai pas de vérité absolue. Donc, si tu peux nous partager ton point de vue, c'est top. Et ben, ma vérité à moi, encore une fois, mes propres, moi, c'est incroyable d'être une femme aux Émirats. Enfin, franchement, moi, je me sens un peu sur un piédestal ici, tu vois. Il y a plein de choses qui sont faites pour les femmes, tu vois. Il y a des taxis que pour les femmes. Il y a une rame de métro que pour les femmes. Il y a tout plein d'activités pour les femmes. Il y a tout plein d'offres aussi pour les femmes, les Ladies Day, les Ladies Night, donc pour des restaurants, pour des beach clubs, c'est des packages en fait qui sont faits exprès pour les femmes, pour qu'elles puissent avoir des discounts, des réductions, etc. Franchement, en tant que femme, même au niveau du respect de la femme, tu vois, moi je me suis jamais sentie trop observée, enquiquinée, en insécurité, tu vois, honnêtement, c'est pas un mythe quand on parle de sécurité à Dubaï, encore plus quand t'es une femme, franchement... si je dois comparer avec la France, là où je vivais, en fait, quand je sortais, j'avais toujours quelque part, tu vois, une boule au ventre ou une appréhension. Bon, ok, j'ai été flic avant, donc j'ai peut-être aussi des formations professionnelles, mais j'étais toujours un peu angoissée, tu vois, attends, est-ce qu'on va me suivre ? Attends, mais à quelle heure ? Ok, mais si je vais là, je prendrai un Uber pour rentrer, je vais pas prendre les transports en commun, etc. Alors que ici, mais vraiment, c'est une liberté d'esprit. D'être une femme, vraiment, même d'être un homme, mais là on parle des femmes, c'est une liberté d'esprit de se dire ok, en fait je peux faire ce que je veux quand je veux, je peux m'habiller comme je veux, je peux être qui j'ai envie d'être. Donc même si c'est un pays, une ville, musulmane, etc., ici tu as le droit d'être qui tu veux et il y a une tolérance énorme en fait. C'est tellement cosmopolite, je crois que j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est quoi, 90% de la population qui est étrangère. 90% expat, ouais. Ouais, expat, donc étrangère, et en fait tout le monde se respecte. En fait, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet, clairement. Donc que tu sois un homme ou une femme, c'est un non-sujet aussi, et du coup ça c'est vraiment chouette. C'est bien, ça fait un deuxième avis après le mien, mais effectivement je trouve que même la nuit, même rentrer seul chez soi, c'est des choses où parfois les gens ont peur parce qu'ils voient d'un regard extérieur les Émirats Arabes Unis et puis il y a ce qu'on entend dans les médias. Et puis c'est aussi des questions qui reviennent à chaque fois, donc c'est pour ça que je me permets de reposer la question. Mais en vrai, moi je me suis jamais sentie différente et
on n'est pas suivi, on n'est pas embêté. Et puis même si on l'était, parce que c'est pas un monde de bisounours, il peut y avoir des, entre guillemets, des fous, comme il peut y en avoir partout dans le monde. Je trouve que la protection, je parle des formations professionnelles, la protection policière qui est ici, je la trouve quand même assez efficace. Je sais pas si tu as constaté ça aussi. Alors non, pas encore. Ouais. Tant mieux, j'ai envie de dire. Non, pas encore, mais c'est vrai que c'est ce que j'entends de partout et je suis sûre que c'est le cas. Bon, ouais. Tu reviendras dans un podcast en te souhaitant que ça soit le plus longtemps possible, si c'est pour pour raconter ce genre d'anecdote. Peut-être autre question, tu disais que tu as trouvé une cliente aux Émirats Arabes Unis. Oui. Est-ce que c'était un objectif pour toi d'avoir des clients présents aux Émirats Arabes Unis et par quel biais tu l'as trouvé? Alors, c'était pas vraiment un objectif. En fait, je suis pas arrivée ici en me disant tiens, maintenant mes clientes, je veux qu'elles viennent d'ici, etc. En fait, moi, je me laisse beaucoup porter par la vie. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en tout ce qui se passe autour de moi. Donc, je me laisse aussi un peu porter et je laisse aussi cette place, tu vois, à l'imprévu, etc. Donc, non, je suis pas venue avec cette idée-là. Mais je suis pas contre l'idée non plus. Et en fait, je l'ai rencontré lors d'un networking, tout simplement. Voilà, tu sais, tu discutes avec plein de gens, etc. Et puis tu te rends compte que finalement, tu fites et tu tombes sur la bonne personne au bon moment, qui a besoin de tes services à ce moment-là. Et voilà, ça s'est fait très naturellement. Bon, parfait, on va t'en souhaiter encore plein. Tu parlais de lancer un nouveau projet. Oui. Est-ce que c'est en lien avec ce que tu fais actuellement ? Alors oui, on peut, c'est un fil conducteur en tout cas. Je vais te spoiler un peu tout ça. En fait, alors effectivement, il y a même un lien avec le fait d'avoir des clientes ici. Le fait d'être en présentiel aussi, c'est quelque chose qui me manque finalement. Parce que la visio, oui, c'est bien, mais tu sais, il n'y a rien de mieux que l'interaction vraiment physique, tu vois, directe. Et en fait, je me suis dit, ok, ça serait pas mal de lancer un projet autour de ça en direct à Dubaï. Et en fait, le projet, c'est Botaya. Donc ça, c'est le nom. Botaya, c'est quoi ? En fait, c'est des croisières mensuelles premium, uniquement pour les femmes, axées sur le bien-être et la spiritualité. Donc en fait, la première édition aura lieu le mois prochain, donc le 12 décembre. Et je réunis en fait 8 à 10 femmes sur un yacht plutôt sympa, premium. Et on va partir en fait pendant 3 heures au coucher du soleil avec un trajet bien personnalisé, complètement différent de tous les autres trajets. Et pendant ces 3 heures-là, il va y avoir du yoga, il va y avoir des petits ateliers bien-être, il va y avoir plein de petits ateliers sympas. Je garde encore un peu de secret sur cette première édition, parce que je n'ai pas encore communiqué dessus de manière... voilà. Et en fait, l'objectif de Botaya, c'est de réunir en fait toutes ces femmes expatriées francophones à Dubaï lors d'un moment, rien que pour nous, en fait, créer un espèce de cercle de femmes en mode introspection, en mode déconnexion et reconnexion à soi, tu vois. Et c'est vrai que Dubaï, le cliché, c'est superficialité, bling-bling, argent, etc. Mais tu vois, depuis que je suis là, moi, j'ai fait quelques activités un peu sympas que je faisais même pas en France, tu vois, pour te dire. Plus, tu vois, un peu spirituel, méditation, etc. Et je me suis dit, en fait, Dubaï, c'est aussi ça. Tu vois, c'est aussi ça a sa place aussi ici. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'on n'en parle pas assez. Et il n'y a pas assez vraiment d'activités qui allient ce côté, ouais, superficialité, ça fait partie, enfin, bling bling, ça fait partie de Dubaï, tu vois, je suis pas là en train de vouloir redorer la pilule de Dubaï, tu vois, mais je me suis dit, ok, comment en fait je peux faire le lien entre les deux. Donc il y a le yacht premium, expérience premium, qui rappelle Dubaï. Et puis il y a aussi les ateliers bien-être spirituel en fonction des croyances de chacun, bien évidemment, tu vois. Et en fait, ça match super bien ensemble, tu vois. Ça donne envie, en tout cas. Ouais. Non, mais c'est le genre d'activité, en plus, moi, que je trouve... c'est comme quand c'est là où j'ai appris beaucoup sur ton parcours, le petit déjeuner des femmes. Ouais. Toujours le fait d'être un peu en petit groupe, etc. Parce qu'on a beaucoup d'événements networking. Ouais. Les Improving Days, le dernier, on était peut-être 90, 100 personnes. Finalement, je ne sais pas si, parce que tu y étais, ouais, si tu as pu échanger de manière approfondie avec 100 personnes. Je ne pense pas. Donc, je trouve quand même que c'est important d'avoir des
petits événements aussi, pour effectivement apprendre un petit peu plus sur soi-même, sur les autres, et créer peut-être des liens aussi un petit peu plus profonds. Donc je pense que c'est quelque chose qui complète, on va dire, le paysage du networking aux Émirats Arabes Unis. Enfin, je veux dire, tu m'as dit, je me suis un peu plus lancée sur les réseaux sociaux depuis que je suis aux Émirats Arabes Unis, puis que ça, tu vas aussi l'en parler sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour se lancer sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que tu as appris à le faire? Comment tu gères ça? En fait, il faut y aller, quoi. Il faut tester, il faut expérimenter. Alors moi, je suis très formation, tu vois. Je n'ai pas de honte ou de mal à dire si je ne connais pas, si je ne maîtrise pas un sujet, je ne vais pas m'improviser, tu vois. Il y a des gens qui sont très bons dans leur domaine, donc j'ai pas de mal à aller investir dans une formation qui va me permettre d'acquérir des compétences, tu vois. Je pense que là, si je devais chiffrer à peu près le nombre de formations que j'ai faites, enfin, c'est des dizaines de milliers d'euros que j'ai dépensés en termes financiers, et j'ai dû en faire une vingtaine, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Donc là, c'est simple, en fait, j'ai acheté des formations, j'ai payé aussi des coachs Instagram, des coachs business, on appelle ça aussi maintenant beaucoup. Et donc, je me suis faite accompagner pour mettre en place une stratégie, etc., pour pouvoir gagner en visibilité. Parce que quand tu te lances sur les réseaux, le but, c'est ça, tu vois. C'est pas d'avoir, oui, tu peux avoir 10 000 abonnés, mais si tes abonnés sont pas qualifiés, tu vends pas. Et donc, si tu vends pas, ton business, il prend pas. Donc voilà, j'ai mis en place une stratégie en me faisant accompagner par un coach, en ayant fait une formation vraiment. Parce que du coup, moi, je focus vraiment sur Instagram, sur un seul réseau social, parce que c'est déjà beaucoup de travail. Je pense que toi qui es aussi sur plein de réseaux, tu ne diras pas le contraire. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait finalement pour me lancer. Et en fait, il faut faire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, si tu passes pas à l'action, il se passe rien. Et le seul moyen de savoir si ce que tu fais, ça fonctionne, si c'est fait pour toi ou pas, c'est de tester et d'ajuster au fur et à mesure. Et les bonne chose, en tout cas quand tu veux créer quelque chose de solide, si tu veux poser des vraies fondations, dans tout ce que tu fais, ça prend du temps aussi. Et ça, faut être OK avec ça. Bien sûr. Alors là, tu soulèves un point qui est important. Parce que j'en ai quelques-uns des clients qui ont essayé de lancer une chaîne YouTube, qui ont essayé de se lancer sur Instagram, etc. Parce qu'ils veulent booster leur business, ce qui est normal. Et parfois, je leur demande comment ça se passe. Parce que je sais comment c'est YouTube. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne, je parlais pour 3 personnes. Mais c'est pas grave. Peut-être que j'ai aidé 3 personnes à mieux comprendre les Émirats Arabes Unis. Puis maintenant, on parle pour un petit peu plus de gens. Puis un petit peu plus de gens. Et en fait, c'était au dernier Improving Days. Il me dit, oui, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Mais je suis en train de faire mes vidéos. Mais pour pas beaucoup de gens. Alors, je sais plus ce qu'il m'a dit, peut-être pour 10, 15, 20 personnes, je me rappelle plus. Et lui, il avait en France quand même un certain nombre d'abonnés quand il avait son projet en France. Là, il recommence tout à zéro. Et je lui dis, c'est normal. Donc oui, je pense qu'il y a un petit truc important quand même à avoir en tête, c'est il faut se lancer, mais au début, on le fait aussi pour soi. Parce que il y aura pas tout de suite, les gens vont pas tout de suite mordre à l'hameçon, les gens vont pas forcément tout de suite tomber sur nous parce qu'il y a une histoire d'algorithme aussi derrière. Donc c'est même pas la faute de la qualité de ce qu'on propose. Parfois c'est juste le fait que l'algorithme il n'a pas encore compris ce qu'on proposait, il n'a pas encore mis en avant aux bonnes personnes. Mais je pense que ça fait partie aussi de ce que tu dois aussi peut-être dire aux gens, c'est la persévérance avec les réseaux sociaux. Se lancer et être persévérant, c'est la clé quand même. Ouais, l'effet cumulé vraiment, tu vois. Tu mets le premier pas, tu commences petit, mais tu vois, les petites actions que tu prends aujourd'hui, ça va devenir des grandes actions demain. Tu vois, alors ouais, en fait, on a tendance à voir ce qu'on n'a pas et à oublier de voir ce qu'on a. Et tu vois, des fois, quand tu te rappelles juste de où tu étais, il y a, ne serait-ce que, tu vois, moi, il y a 5 mois, par exemple, tu vois. Il y a 5 mois, je me dis, mais attends, mais j'ai vécu 10 vies en 5 mois, c'est pas possible. Mais tu vois, on veut toujours voir, en fait, ce qu'on n'a pas, l'objectif final, etc. Et je pense que parfois, c'est important de juste revenir à soi, regarder là où on est, ce qu'on a fait, et de se dire, en fait, ok, mais les gens qui ont réussi, les gens qui sont là où toi, tu as envie d'être, tu crois qu'ils ont eu ce succès-là du jour au lendemain? Tu vois, on les connaît, tu vois, les success stories, on sait d'où sont partis les gens. Donc il faut passer par la phase d'acceptation, tu vois, de cette phase-là, justement.
Bah ouais, bah c'est, moi, j'ai rien à rajouter. Peut-être autre petite chose que je voulais te poser comme question. Tu m'as dit Dubaï, enfin en tout cas le fait de t'expatrier, ça faisait partie d'un mood board général. Ouais. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu mets en place au quotidien dans ta vie, que tu fais évoluer petit à petit? Enfin, c'est un outil que tu as l'air d'affectionner. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, moi j'adore, je marche beaucoup à la vision. Et du coup, le vision board, j'en ai un tous les ans, c'est sûr. Et puis là, bah, depuis que je suis venue à Dubaï, il a changé. En 6 mois, il a changé, tu vois. Et c'est vrai que j'aime en fait avoir la vision de où je vais. Pour moi, c'est important. Donc c'est un exercice qui prend pas beaucoup de temps, qui est en plus super sympa à faire en vrai, et que je mets en place assez régulièrement. Et ça me permet en fait de faire le point aussi où j'en suis. Parce que c'est pas juste coller des photos ou tu vois, avoir un petit cadre sympa à la maison, c'est de se dire ok, ça c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Clairement, ça c'est la vie que moi j'ai envie d'avoir, pas mon voisin ou quoi que ce soit. Maintenant, ok, j'ai fait ça, mais comment je fais pour avoir cette vie-là? Donc tu vois, ça t'aide aussi, c'est quand même un super exercice pour t'aider à structurer tes idées, à structurer tes objectifs et à mettre en place un plan d'action pour Bien les sûr. atteindre. Donc toi, tu as un vision board. Ouais. Peut-être petite question, parce que tu as quand même beaucoup bougé. L'Australie, tu l'as fait pendant 1 an. Est-ce que Dubaï, pour toi, sur ce mood board, il est resté? Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que tu te vois pas finir à Dubaï? Mais comment tu te projettes ici? Alors là, ce qui est sûr, j'aime pas trop moi les projections à trop long terme parce qu'en fait il se passe tellement de choses et même nous on évolue tellement que ça bouge beaucoup. Mais là en tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que je veux pas partir de Dubaï. Clairement pas. J'envisage d'y rester au moins 3 ans. Après 3 ans, je referai un point, peut-être même 5, on verra, tu vois. Par contre, je sais une chose, et je pense que mon parcours de vie l'a plutôt démontré, c'est que je suis un peu un électron libre et qu'il se passe plein de choses dans ma vie, et que je suis pas à l'abri, au bout de 5 ans, de me dire, ok, peut-être que je partirai ailleurs. Donc je ferme pas les portes, mais aujourd'hui, ma priorité, c'est de rester à Dubaï et de faire en sorte que tout se passe bien pour moi ici, tu vois. Et le métier de coach aussi, est-ce que tu sens que tu as trouvé la voie qui te correspond, ou est-ce que ça aussi, tu penses que ça va être amené à changer? Alors, honnêtement, je sais pas, je peux pas te dire avec certitude, parce que je pensais que j'allais être hôtesse de l'air toute ma vie et je pensais que j'allais être flic toute ma vie, etc. Tu vois. Donc je peux pas te certifier à 100% que c'est ce que je ferai toute ma vie, mais en tout cas, une chose est sûre là aussi, c'est que j'ai vraiment envie d'impacter les gens. J'ai vraiment envie d'accompagner les gens, tu vois, ça c'est quelque chose qui fait partie de moi. Aujourd'hui, c'est en tant que coach, ça passe par là, et c'est comme ça que je m'épanouis et que j'aime ce que je fais. On verra au fur et à mesure des années où est-ce que ça va me mener, tu vois. Le métier de coach, il y a quelques années de ça, il n'existait pas, tu vois. Peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, il y aura encore une nouvelle casquette, ouais, autre chose, une nouvelle casquette à prendre, et peut-être que je la saisirai ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, là, je suis bien dans mes baskets et je suis alignée avec ce que je fais et où je suis. Et c'est le principal. Si tu changes, tu viendras nous en Ouais. parler. On va suivre tes aventures jusqu'au Ouais. bout. Je voulais revenir juste sur une chose que tu nous as dit. Tu as parlé d'être loin de ta famille. Tu as parlé aussi d'avoir besoin, effectivement, peut-être de coacher des gens aussi en présentiel, parce que tu coaches à distance, c'est jamais pareil. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est difficile de vivre loin de sa famille? J'imagine que oui. Mais est-ce que tu t'as réussi à compenser avec des relations ici? Est-ce que tu as trouvé le contact avec les gens facile? Hyper facile. Hyper facile. Genre vraiment, si les gens ont peur de ne pas créer de contact ici, ils en créeront beaucoup plus qu'en France, par exemple. Tu vois, en France, tout le monde est un peu individualiste, tout le monde fait un peu sa vie, etc. Ici, en fait, tout le monde vient avec la même intention. Souvent, bon, il y a des familles qui viennent s'expatrier, mais il y a aussi beaucoup de personnes seules qui viennent. Et donc, en fait, quand tu changes de pays, quand tu t'expatries, tu as tout à reconstruire. Et quand je dis tout, c'est aussi ton cercle d'amis, tu vois, et ton cercle aussi de la famille que tu te crées, tu vois. Et donc en fait tout le monde a un peu cette ouverture d'esprit à ce niveau-là et tout le monde est axé sur ok, je vais faire l'effort d'aller rencontrer quelqu'un. Tu vois, même des gens qui sont introvertis ou qui sont réservés, qui sont timides de manière générale, en fait ici tu arrives à casser ces barrières, à sortir encore une fois, tu vois, de cette zone de confort et ça se crée mais genre super facilement. Alors, genre moi ça fait 5 mois que je suis là. Bon après mon temps aussi est précieux et le but c'est pas de rencontrer tout le monde et d'avoir, tu vois, un carnet comme ça, mais j'ai rencontré énormément de personnes et j'ai été étonnée de la facilité à laquelle ça s'est fait.
Alors, est-ce que tu t'estimes que c'est des relations proches, de qualité, ou est-ce que c'est des rencontres de passage? Parce que du coup, on peut rencontrer beaucoup de monde, Oui. mais à quel degré, si je devais dire, par exemple, tu as des amis forcément en France, Oui. D'ailleurs ceux qui t'ont guidé peut-être sur la voie du coaching au début, mais est-ce que tu as senti cette même alchimie ici? Alors moi je pense qu'il y a de tout. Et je pense aussi autre chose, c'est qu'on attire un peu ce que l'on est, ce que l'on vibre, tu vois, en termes d'énergie. Donc les gens que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui, bah tu vois, ça se passe super bien et c'est vraiment devenu des amis proches, vraiment. Mais je pense que c'est aussi important de garder un peu de hauteur sur tout ça et de faire aussi, tu vois, un espèce de tri, parce que tout n'est pas forcément bon à apprendre, et puis il y a des gens qui ne matchent pas forcément avec toi. Mais ça, encore une fois, si tu l'expérimentes pas, tu peux pas forcément le savoir tout de suite. Bien sûr. Bah, de toute façon, on essaiera, si jamais tu es toujours partante, de faire peut-être un bilan des un an et demi à Dubaï, 2 ans, enfin, en fonction de ce qui fera le plus sens. J'avais 2 petites questions pour terminer. Première question, c'est quel conseil tu donnerais de manière générale, un conseil dont tu sais que c'est un conseil que tu as peut-être beaucoup donné, mais qui peut changer peut-être un tout petite chose dans la vie, mais quand on change une toute petite chose dans la vie de quelqu'un, parfois ça crée de grandes choses. Et après, ma deuxième et dernière question, ce sera qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour l'avenir? Ok, donc pour répondre à ta première question, je ne vais pas parler de passer à l'action, parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans le podcast, mais je dirais de ne pas attendre que tout soit parfait, parce que ça ne le sera jamais. Donc à partir du moment où il y a quelque chose en toi qui résonne fort, tu as vraiment envie de faire, peu importe le sujet, hein, n'attends pas que ce soit parfait, juste commence maintenant. Commence maintenant, c'est pas grave. Tu verras qu'en fait, tout va évoluer, tout va changer, et parfois même, en fait, tout sera plus clair au moment où toi tu vas le lancer, tu vois, sans avoir cette perfection à tout prix qui n'existe pas et qui ne verra jamais le jour, et qui donc du coup ne fera en sorte que ton projet, quel qu'il soit, ne verra pas le jour. Tu vois. Donc ça, si c'était le seul conseil que je devais donner, je donnerais celui-ci. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Honnêtement, juste de continuer à vivre, juste de continuer à vivre mes rêves, vraiment, tu vois. Continuer à avoir, tu vois, ce driver-là d'expérimenter coûte que coûte. Bah, c'est impeccable. Super mot de la fin. De toute façon, je mettrai ton réseau principal, l'Instagram, dans la description de la vidéo, parce que je suis sûre qu'il y en a des gens qui vont vouloir en apprendre un peu plus sur toi. Moi, j'étais vraiment ravie de t'avoir. Ce que je trouve génial dans ta personne, c'est que tu donnes des conseils. Le passage à l'action, le fait d'effectivement de ne pas attendre que ce soit parfait. Et tu prends les actions qui vont avec tes conseils. Et je trouve que ça, c'est important pour quelqu'un qui veut être coach et qui veut accompagner les gens. Donc bravo pour ton parcours. J'ai hâte de voir un petit peu la suite de ce qui va se passer pour toi. Et puis, tu es la bienvenue dans un prochain podcast. Merci encore infiniment de m'avoir reçue aujourd'hui. Bah, avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à aller suivre Myriam, suivre ses aventures. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.